À tous. Bonjour. J'ai pu maintenant désactiver les micros de tout le monde pour des raisons. On sera un nombre important lors de ce webinaire, donc pour éviter les bruits de fond, je vous demanderai de rester micro désactivé pendant l'ensemble du webinaire. Pour les intervenants, vous pourrez, une fois que vous êtes euh, en place pour pouvoir intervenir, activer vos micros sur vos interventions. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sébastien Lalande. Je suis consultant Capgemini et chargé des activités collaboratives chez Capgemini. Euh, je suis ici aujourd'hui pour donc vous accompagner dans ce webinaire, ce deuxième webinaire Scoop. Un premier webinaire avait eu lieu le 1er avril. Ce deuxième webinaire sera concentré sur les projets. Pour aujourd'hui, nous allons du coup passer 2 heures ensemble en deux parties. Une première partie du webinaire où vous allez avoir des partages de présentations sur les différents projets qui ont pu être labellisés, une partie des projets labellisés lors de la première vague de labellisation SCO. On va le voir. Et une deuxième partie où vous pourrez échanger de manière beaucoup plus libre avec l'ensemble des intervenants qui ont euh, pu vous partager des informations et leurs travaux pendant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions via le chat si vous en avez. On n'aura pas forcément de temps de questions-réponses pendant cette première partie, mais pendant la deuxième partie, ça sera vraiment ce temps dédié pour vous. Vous aurez la possibilité d'aller poser les questions aux porteurs de projets dans différents kiosques qu'on vous proposera et on vous donnera les moyens de se connecter à ces différents kiosques en parallèle. Je vous redemande de couper les micros si vous le pouvez. Euh, voilà, donc j'ai recoupé les micros de tout le monde. Voilà, n'oubliez pas de rester en mute pour éviter les bruits de fond. Je propose maintenant de laisser la parole à Laurence Monoyer-Smith et Frédéric Bretard du CNES pour un petit mot d'introduction à ce webinaire. Laurence, Frédéric. Oui, on va pouvoir passer. Bonjour à tous. On va pouvoir passer les diapos. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui va se focaliser sur les projets de l'Observatoire spatial du climat. La période, on devait organiser un grand séminaire en présentiel avec l'ensemble des projets qui ont été retenus dans le cadre de notre appel à projets. Les circonstances nous obligent à faire autrement et en tout cas, on est ravis de vous retrouver de cette manière-là. Et vous allez avoir un programme assez qui vous sera présenté tout à l'heure par Sébastien. On voulait démarrer par une petite introduction un peu rapide pour vous donner avec Frédéric, pour vous donner des nouvelles, des actualités de ce qui s'est passé pendant la période de confinement. Il est vrai que cette période nous a permis d'avancer beaucoup finalement, davantage sans doute que nous l'avions imaginé au départ, puisque nous avons beaucoup mobilisé la communauté à la fois internationale et française pour pouvoir avancer sur la construction de la communauté, pour pouvoir se structurer, s'organiser, réfléchir sur nos méthodes de travail et prévoir, faire évoluer notre agenda du fait des circonstances. Donc en matière je vais vous dire quelques mots sur le SCO international et Frédéric reviendra sur le SCO national. Donc la période de confinement ne nous a pas empêché de travailler avec nos partenaires internationaux et nous avons même noué un certain nombre de nouveaux contacts qui vont s'affirmer. Je reviendrai dessus tout à l'heure dans la partie conclusion sur les projets que nous avons grâce à eux. Alors, vous avez affiché sur la diapositive, on va dire la baseline du SCO qui constitue le cœur de nos travaux tels qu'ils sont formulés, tels que c'est formulé dans les termes de référence qui ont été adoptés par le SCO international lors du dernier steering committee où nous nous sommes vus, c'est-à-dire à Abu Dhabi en janvier dernier, et qui insiste, vous le voyez, sur sa dimension très opérationnelle au plus près des territoires, qui insiste sur ce qui constitue
le cœur de nos valeurs, c'est-à-dire de travailler sur de la donnée en toute transparence, de travailler au plus près des territoires en renforcement des capacités, de travailler en partage de connaissances, c'est-à-dire avec une ouverture, le plus possible, une ouverture des données et des algorithmes. On a eu beaucoup de réflexions en France là-dessus pour détailler ce sujet-là, et puis de fournir des outils opérationnels pour l'adaptation au changement climatique auprès des collectivités. Donc ça, c'est le cœur du travail. Nous avons eu plusieurs rendez-vous importants pendant ce confinement. Au mois de mai, une rencontre internationale avec pratiquement tous les membres du SCO international, où nous avons en particulier réfléchi à partir de l'expérience française de labellisation des premiers projets à la manière dont ça devait s'articuler au niveau international, puisque tous les membres du SCO ne disposent pas de la force de frappe que nous avons en France grâce à la richesse de nos partenariats, de notre communauté de chercheurs et des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on a explicité la manière dont on avait fonctionné chez nous et ça m'a donné un certain nombre de guidelines pour la formalisation de ce processus au niveau international. Et il semble qu'on va fonctionner à 2 niveaux, sans doute pour ceux qui ont, comme la France, la force de frappe, de faire ça au niveau national, mais aussi avec un appui aux pays qui sont moins équipés par le SCO international. Et puis nous avons eu un steering committee le 18 juin, il devait se tenir à Vienne en marge du COPIUS, organisé par l'UNOSA, et bon, il s'est tenu en ligne sur 2 jours, où on a donc un peu formalisé nos milestones, on a présenté le site web qui sera ouvert, on vous en dira un mot tout à l'heure, et puis nous avons pris un certain nombre de décisions sur la rédaction de la charte internationale, qui va donc faire l'objet du travail de cette année, je veux dire scolaire, entre guillemets, 2020-2021, pour être prête, pour qu'on soit prêt dans notre nouvelle forme, dans notre nouvelle structuration en 2021. On ne sait pas encore quand ça atterrira. Est-ce que ce sera pour l'IAC au mois de novembre ou si ce sera peut-être prêt pour au Salon du Bourget au mois de juin? On verra bien. Ça dépendra de la rapidité de travail. Et nous avons décidé de travailler, le programme des Nations Unies pour l'environnement a rejoint le SCO, ce qui est très important, parce que c'est quand même une grosse force de frappe sur nos sujets. Et nous sommes en train de discuter au lancement d'un futur appel à projet international, mais j'en dirai un mot plutôt en conclusion de ce séminaire. Là, c'était vraiment pour prendre quelques minutes sur l'état d'avancement du SCO international. Donc, je rappelle, on est 4 organisations internationales, 24 pays maintenant à être membres du SCO, et avec une montée en puissance de certains partenariats de certains pays, notamment chinois, portugais, brésiliens, qui ont pris un petit peu, la Thaïlande aussi, qui ont pris un certain nombre de mesures pour être prêt à présenter avec le SCO France des projets au prochain One Planet Summit au mois de janvier prochain. Je ferai état du calendrier de l'année à venir plutôt en conclusion de ce séminaire et je passe la parole à Frédéric pour la partie SCO France. Bien, bonjour à tous. Alors, le SCO France est bien la déclinaison nationale de l'initiative internationale que vous commencez à bien connaître maintenant. C'est donc ce réseau national et sa vocation est de rassembler la communauté scientifique, les autorités publiques et les entreprises autour des objectifs du SCO international et de l'étude des impacts des changements climatiques. Alors, la colonne vertébrale du SCO France, c'est un comité interorganisme. Et il y a environ une vingtaine d'institutions, 21 je crois pour être précis. Vous les voyez à travers les logos sur cette planche. Alors, depuis, disons, le mois de mars, il y a quelques dates clés qui ont structuré cet observatoire. Le 18 mars 2020, c'est une date importante puisque c'est la date de labellisation officielle des 14 plus 1 projets, des 15 projets. Pourquoi je dis 14 plus 1? Puisque un des projets qui s'appelle EDUC-SCO est une initiative du comité interorganisme qui a vocation à diffuser une partie de la connaissance en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Éducation nationale. Vous voyez également que le mois d'avril a été très chargé. Il
il y a des questions fondamentales qui ont été abordées, qui sont liées au fonctionnement du SCO France, notamment par le truchement d'ateliers collaboratifs, organisés d'ailleurs, je tiens à le souligner, de manière très professionnelle par Capgemini. Donc vous voyez, nous avons réfléchi sur les processus de labellisation des projets, sur l'articulation du SCO et les initiatives locales, les politiques locales, sur l'accompagnement des projets, également sur les retours communautaires. Toutes ces réflexions ont abouti à la rédaction d'une charte de fonctionnement du SCO France qui sera adoptée demain lors de notre prochain comité interorganisme. Le premier a eu lieu, pour mémoire, fin novembre 2019. Ce document, cette charge de fonctionnement sera rendue publique juste après. Alors, si on devait simplifier à l'extrême aujourd'hui le fonctionnement du SCO, le mécanisme du SCO France, il consisterait à organiser des appels à projets, à expertiser des projets pertinents en donnant une labellisation, puis à les accompagner dans leur phase de développement. On peut changer de slide. Merci. Alors, le SCO France a aujourd'hui cette physionomie. Vous la voyez à droite. C'est un réseau dont les nœuds principaux sont évidemment les projets. Vous les voyez en violet ici. Autour desquels les institutions publiques de recherche et d'expertise, représentées au orange ici, ainsi que les trois tutelles, ministère, il y a le MESRI, le ministère de la Recherche, le ministère de la Transition écologique et puis le ministère de la Santé qui est impliqué dans un projet qui s'appelle Arbocarto. Donc, toutes ces institutions publiques gravitent autour des projets, ainsi que des entreprises privées. Vous les voyez, ils sont mentionnés en rouge. Alors, il y a ADS, il y a CLS, il y a Résalliance, CIRS, SGET, il y a Marie de Marchy, Predic Service, Vortex, IO, Globeo, j'en oublie probablement. Vous voyez dans ce graphique qu'il met en lumière également le poids des données satellites qui irriguent les projets. Pléiade, Sentinelle. On voit également apparaître les infrastructures de données comme Dataterra et Copernicus qui sont au centre et notamment qui sont au centre du projet SCO et du projet SCO France. Hein. Enfin, vous voyez le CIO SCO France auquel sont rattachées toutes les institutions publiques, certaines n'étant pas encore directement impliquées dans cette première campagne de projet. Les choses évolueront bien évidemment dans le futur. Ce qui est intéressant également pour ces projets, c'est donc cette carte en bas à gauche. Vous pouvez constater que les projets labellisés cette année ont des territoires d'expérimentation sur plusieurs continents. En effet, dans l'ADN du SCO, hein, de bénéficier au plus grand nombre et de valoriser les coopérations françaises que les différentes institutions ont déjà dans ce cadre du SCO. Voilà, donc je voulais vous faire dresser rapidement ce qui s'était passé depuis le mois de mars. Je pense qu'on a bien avancé et que le séminaire d'aujourd'hui est un point d'orgue dans l'histoire de cette première année du SCO. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Frédéric. Du coup, je reviens sur le déroulé que nous allons avoir aujourd'hui pour ce webinaire. Nous allons avoir 3 temps successifs qui auront les 3 séquences que vous voyez à l'écran. Donc, la présentation de projets labellisés avec des pitchs qui seront faits sous différents formats. On espère qu'ils vous plairont. On aura également des retours d'expérience qui seront faits par des porteurs de projets sur des aspects au-delà de leur projet technique du sujet. On ira leur poser quelques questions, on leur posera quelques questions pour avoir
des éléments complémentaires sur le projet et comment porter un projet qui peut être inscrit dans le scope. Et ensuite, des sujets d'ouverture où vous verrez, on aura des présentations de sujets qui ne sont pas des sujets au sein de projets déjà labellisés dans le scope, mais qui peuvent probablement être des sujets ou des thématiques d'avenir pour des projets qui peuvent rentrer dans le scope par la suite. Et comme je vous le disais, en fin de ce webinaire, la dernière séquence, ça sera des kiosques où vous pourrez aller, il y aura 4 kiosques parallélisés, aller interagir, poser des questions plus en détail sur les sujets qui ont été présentés lors de ce webinaire. Et si vous avez envie d'échanger avec les porteurs et les intervenants de ce webinaire, vous pourrez évidemment vous connecter à ces différents kiosques. On vous donnera encore une fois le lien tout à l'heure. Avant de commencer et de rentrer dans ces sujets de présentation et de partage des retours d'expérience sur les projets SCO, on a la chance d'avoir un message qui nous a été laissé par Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Je vous propose d'écouter ce message et on rentrera ensuite dans le cœur du sujet du webinaire. Mesdames et messieurs, chers amis, je tenais à vous adresser quelques mots en guise de prélude à ce premier webinaire de l'Observatoire spatial du climat. D'abord pour vous remercier. Je sais que la communauté française de l'Observatoire est depuis 2017 moteur dans cette initiative lancée par le président de la République lors du One Planet Summit. Et à ce titre, je tiens aussi à saluer toutes les agences françaises qui se sont fortement impliquées dans ce projet et qui ont permis son démarrage officiel en juin 2019 lors du Salon du Bourget. En 2 ans, le Centre national d'études spatiales a fédéré 24 agences spatiales parmi les plus importantes au monde, notamment la Chine, le Brésil, l'Inde et 4 organisations internationales, le PNUD, le PNUE, l'OSA ou encore l'Agence spatiale européenne. Tout ça autour d'un projet qui n'a pas d'équivalent. Ainsi, aux côtés du CNRS, de l'IGN, du CEREMA, de l'ADEME et de Météo France, pardonnez-moi d'ailleurs de ne pas pouvoir toutes les citer, l'Observatoire spatial du climat France s'est structuré et a lancé son premier appel à projets et labellisé ses 14 premiers projets. Sauvegarde des mangroves, détection des îlots de chaleur, de la prévention des pandémies en France, en Outre-mer ou en coopération avec des pays amis. Et grâce à des partenariats publics-privés qui s'appuient sur des travaux de recherche reconnus, ces projets mettent la donnée spatiale au service des problématiques environnementales des territoires. C'est un enjeu majeur lorsqu'on considère les défis auxquels nous devons faire face dans les années à venir. Vous le savez, le président de la République et le gouvernement se sont engagés à mettre la transition écologique et la résilience des territoires au cœur de la politique de relance. Il y aura de nombreuses opportunités à saisir pour les futurs appels à projets de l'Observatoire. Je pense notamment, dans un domaine qui m'est cher, l'économie circulaire, au développement d'outils qui permettent de localiser les déchets sauvages. Par ailleurs, en janvier prochain, un nouveau One Planet Summit va se tenir lors du Congrès mondial de la nature à Marseille. Et la France est fière de pouvoir mettre en avant cette initiative qui va donner lieu à une charte internationale d'un nouveau genre. Nous nous engagerons alors à mutualiser projets et données pour les mettre au service d'une coopération renforcée. Donc vous faites partie intégrante de cette dynamique. Je compte sur vous pour poursuivre vos réalisations. Je vous remercie encore profondément et je vous souhaite un très bon webinaire. Voilà pour le message de Brune Poirson. J'espère que vous avez eu une qualité correcte, parce que j'ai un message dans le chat qui dit que le son était compliqué à entendre, mais si je n'en ai qu'un, c'est peut-être un cas isolé. On va maintenant avancer sur les présentations des différents projets. Vous allez le voir, on vous propose 2 types de présentations, des présentations vidéo et des présentations où les porteurs de projets interviendront avec un format un peu original de présentation. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et si vous cherchez à avoir ces questions en tête par le biais du chat, vous pouvez également les lister. On les capturera pour pouvoir les reposer aussi dans les kiosques en fin de webinaire. Je vous propose donc d'attaquer par la présentation du projet Flaude en format vidéo, comme vous allez pouvoir le suivre maintenant.
Le projet Flood est porté par le CNES en partenariat avec la Direction départementale des territoires et de la mer de l'Aude, Météo France, la société LGEVT, l'Université de Toulouse-Jean Jaurès et avec la contribution de Copernicus. Le projet Flood émane de besoins en information exprimés par la DDTM Aude suite aux inondations catastrophiques du département en octobre 2018. Le département est ainsi devenu un territoire pilote pour ce sujet via une collaboration entre la DDTM Aude et le CNES. Flood permet d'élargir ce partenariat, son périmètre technique et géographique, en menant une analyse approfondie des événements hydrométéorologiques extrêmes. Il s'agit de fournir aux acteurs des territoires des informations climatologiques et territoriales alimentant les outils de planification et les aidant à se prémunir face à l'impact du changement climatique. Copernicus Climate Change Service, C3S, a accepté de cofinancer à 50% ce projet avec un fort potentiel pour d'autres territoires en France et en Europe. Les données exploitées pour ce travail sont issues des satellites français Pléiades et européens Sentinel-2 Copernicus, ainsi que des bases de données climatologiques C3S et de Copernicus Emergency Management Service. L'objectif est d'évaluer les impacts d'inondations majeures et la résorption des dégâts au niveau local, embâcles et atterrissements sur les cours d'eau, dégâts viticoles et pertes de sol, d'améliorer la connaissance de ces événements à l'échelle régionale et d'affiner les diagnostics climatiques sur les risques d'inondation. Flood permet aussi et surtout d'identifier les zones agricoles, périurbaines et urbaines, les plus vulnérables face à un événement pluvieux extrême, sur lesquelles un changement d'occupation des sols pourrait être envisagé dans les politiques publiques locales pour aller vers un territoire plus résilient. Les résultats de ces premiers travaux permettent d'envisager avec confiance des traitements massifs avec tout d'abord des expérimentations sur les événements extrêmes en région Occitanie. En sortie du projet, un observatoire dédié aux décideurs territoriaux locaux, élus des communes, intercommunalités sera créé, le Flood Observatory for Resilience Occitanie, qui mettra à disposition des outils d'aide à la décision pour l'aménagement d'un territoire moins vulnérable et plus résilient. Cela est rendu possible grâce à l'investissement en ressources humaines des partenaires pour capitaliser sur les résultats et favoriser les interactions entre les différents acteurs. Cette plateforme sera alimentée par l'équipe de mise en œuvre assurant des liens avec les utilisateurs locaux, départementaux et régionaux, animés par la DTTM Aude, avec le CNES, partenaire pour l'expertise d'analyse d'images satellites à haute résolution, avec Météo France, partenaire pour l'expertise climatique en France et l'expérience de l'utilisation des données C3S pour une réplicabilité globale du service, et avec des experts en politique publique, LGEVT et des universitaires, LIST, CIeux, afin de garantir l'adéquation et l'acceptabilité de ces outils par les autorités et les décideurs. La réplicabilité à d'autres espaces européens et mondiaux du service est traitée en utilisant des ensembles de données ouverts et des outils offerts par Copernicus et en particulier de nouveaux ensembles de données climatiques C3S. In fine, ce projet vise à fournir des indicateurs géolocalisés à l'échelle locale et régionale et ainsi à devenir un outil novateur dans l'adaptation au changement climatique. Voilà pour le projet Flood, projet sur le suivi des phénomènes de submersion, d'inondabilité également. On va rester dans une thématique du même type avec Flodam, présenté par son porteur de projet Peter Keating du CNES. Peter, je vous laisse la parole. Ouvrez votre micro. Vous pouvez également ouvrir votre webcam si vous le souhaitez. Et je vous laisse le temps imparti de 3 minutes pour présenter votre projet. Merci. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon pour tout le monde? Super. Bon, alors le projet Floodam, merci pour changer de slide. Ouais. Le projet Floodam vise donc à accélérer globalement le temps de réponse suite aux inondations afin d'aider finalement les entités gouvernementales et des entreprises comme par exemple des assurances avec la prise de décision dans ces événements de crise. Floodam, c'est un acronyme pour Flood Detection, Alert and Rapid Mapping.
finalement, ce sont les 3 services qu'on vise à mettre en place lors du projet, que vous voyez en bas au milieu là. Donc, c'est premièrement un système d'alerte pour prévenir finalement les acteurs dans le cas d'un événement. Pendant une inondation, on vise à monitorer à l'aide d'imagerie spatiale à haute et très haute résolution, à donner une vue finalement sur qu'est-ce qui se passe sur sol et donner même une prévision court terme à l'aide de plusieurs modèles de dynamique de fluide fournis par le Cerfax. Et finalement, de donner également des cartes de risque pour les zones qui se trouvent, finalement, pour des zones en risque. Tout cela, ce sera fait à partir de plusieurs capteurs que vous voyez à droite et de manière complètement automatisée. Donc, on a un réseau de stations in situ fourni par notre partenaire Vortex.io. On a également des capteurs aéroportés, normalement c'est sur des drones, et ce sont des capteurs optiques. Et à la fin, on a également des capteurs radars qui nous permettent finalement de regarder en dessous des nuages et voir directement qu'est-ce qui se passe sur sol. Et à la fin, on va combiner toutes ces données en utilisant des modèles de machine learning et, comme déjà dit, des modèles d'assimilation de données, des données dynamiques de fluide pour sortir ces 3 services. Dans le consortium, donc, on trouve à côté de Vortex et Cerfax le CNES qui a également comme déjà mentionné avant, cette expertise dans l'imagerie spatiale. On a un fournisseur de données de ces images qui est Airbus Defence and Space. Et pour les relations avec les utilisateurs, on a également Predict Service qui fournira donc, qui nous spécifiera les besoins des utilisateurs. Et à côté, on a également une collaboration avec le JPL qui, eux, travaillent en même temps sur ces réseaux de stations in situ. Donc là, en même temps, il y a également une collaboration en cours dans ce projet FloodDAM. Merci. Merci beaucoup, Peter, pour cette présentation très claire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous restent en tête, à les garder pour les kiosques ou à les poser via le chat. Nous allons maintenant bénéficier d'un retour d'expérience de la part de 2 porteurs de projet, Hélène de Boissezon et Linda Tomasini du CNES, qui portent respectivement pour Hélène Vimesco Rice et Linda Viette RRO. Du coup, on va, Hélène, Linda, je vous invite à maintenant ouvrir vos micros, afficher vos webcams si vous le souhaitez. On va réussir ensemble à discuter sur ce projet-là et à se poser du coup les questions qu'on avait évoquées ensemble. Je vais me permettre de poser la première question. Qu'est-ce que Vietro, le sujet du projet, surtout comment est né le projet? Oui, bonjour. Donc le projet Vietro, Vietnam Resident Recovery Observatory, vise à développer un démonstrateur d'observatoire du relèvement qui pourrait être déclenché par les acteurs nationaux et locaux et les organisations internationales également dès la survenue d'un désastre majeur. L'idée du projet est née en 2018 lors d'une discussion informelle que j'ai eue avec Alexis Drogoul, représentant de l'IRD au Vietnam, lors d'une de mes missions d'enseignement à l'Université franco-vietnamienne des sciences et technologies de Hanoï, USTH. Le typhon Damré venait de dévaster le centre du Vietnam, causant des pertes humaines ainsi qu'aux infrastructures, aux habitations et à l'agriculture. Et l'UNDP Hanoï avait alors relayé à l'IRD un besoin exprimé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Vietnam concernant l'évaluation des dommages et le suivi de la reconstruction et du relèvement. J'ai immédiatement fait le rapprochement avec le projet Recovery Observatory mené en Haïti par ma collègue Hélène de Boissezon, avec le concours de plusieurs autres agences spatiales et le soutien de l'ONU visant à utiliser les données de télédétection pour mettre en place un observatoire du relèvement suite au passage de l'ouragan Matthew. Et c'est donc grâce à des rencontres et des échanges sur le terrain, avec un acteur de terrain, à savoir l'IRD, que l'idée du projet est née. Et parmi les autres acteurs du terrain, il faut bien sûr aussi citer les acteurs vietnamiens et français
qui gravitent autour de l'Université des sciences et technologies de Hanoï et avec lesquels nous avons monté des ateliers, une équipe sur les applications de la télédétection. Donc, parmi eux, les ingénieurs de l'Agence spatiale vietnamienne, le VNSC, qui ont un projet de centre de données, le DataCube, les experts en climatologie et en sciences de la Terre de l'USTH, qui ont monté un laboratoire mixte international, le laboratoire Lotus, et également le Centre national de télédétection du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du Vietnam. Nous avions donc tous les ingrédients pour monter le projet, mais il nous manquait le cadre. Très bien. Et qu'est-ce qui a permis l'intérêt du SCO à ce projet, Hélène? Alors, plusieurs facteurs ont joué. Tout d'abord, comme l'a expliqué Linda, notre expérience concrète sur le tout premier Recovery Observatory en Haïti nous a permis d'arriver avec un début de solution technique face à la problématique post-typhon, impact des typhons sur l'agriculture, exprimé par l'IRD Vietnam et le ministère de l'Agriculture sur place. Donc, par exemple, nous savions maintenant que lors de la phase post-crise, les besoins en information évoluent fortement au cours du temps pour des gestionnaires qui sont très différents d'une phase à l'autre. Et donc, l'observation de la Terre a vraiment sa place dans chacune des étapes du relèvement post-catastrophe ou recovery en anglais, avec des cartographies spécifiques adaptés à chaque phase, des indicateurs géolocalisés qui souvent n'existent absolument pas en dehors du spatial. Ensuite, un deuxième facteur, ça a été le fait que au niveau New York, au niveau central à UNDP New York, le service de gestion de l'information, donc avec Bertrand Fro, a exprimé un intérêt immédiat dans la démarche plus générique à laquelle on réfléchit de rendre ce Recovery Observatory plus réplicable, activable à d'autres situations. Cette réflexion, on l'amène avec les acteurs du recovery au niveau international, comme la Banque mondiale, l'Union européenne et les équipes d'analystes UNDP spécialisées sur le post-disaster. Et donc Bertrand Fro avait déjà initié une réflexion et il trouvait que l'observation de la Terre était vraiment pour interpréter, assembler des données environnementales ou socio-économiques de l'UNDP. Et du coup, l'approche Aero lui a immédiatement parlé avec donc ces images satellites qui sont au cœur du système et qui permettent de voir évoluer la situation pour mesurer, démontrer concrètement les effets du changement climatique. Du coup, aux deux niveaux, à la fois au Vietnam et au niveau central à UNDP, il y avait vraiment une adhésion à ce concept. Oui, je peux continuer si vous voulez. Hein. Vous m'entendez encore, Sébastien? Bon. Oui, pardon, c'est moi qui parlais. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Je peux continuer si on veut. Je sais bien, Hélène, je sais bien ce problème. Non, je disais donc, Vimesco est également un projet sur le Vietnam, on l'a compris. Et en quoi ces deux projets ont été complémentaires? Quelles sont les connexions entre ces deux projets, Linda? Donc oui, Vimesco RISE, comme VietRRO, tire tous les deux profit de l'expertise du laboratoire CESBio et du service radar du CNES dans le traitement des données Sentinel-1, qui sont des données radar, pour cartographier les rizières et accéder à des informations comme les stades phénologiques du riz, les dates de semis, les zones inondées. Donc le projet Vimesco RISE, lui, porte sur l'impact des phénomènes qu'on appelle du type slow onset, tels que sécheresse, inondation, intrusion d'eau saline, sur la riziculture dans le delta du Mekong, qui est le grenier à riz du Vietnam et qui est un important pilier économique du Vietnam pour son activité à l'export également. Donc, Vimesco RISE est tout à fait complémentaire de VietRRO car il s'intéresse plus spécifiquement au phénomène du changement climatique plus insidieux que les événements extrêmes du type typhon. Mais ce sont des phénomènes qui sont, hélas, déjà présents de plus en plus fréquemment, d'une sévérité et d'une durée accrue. Et donc, le projet vise à soutenir le Vietnam, qui s'est doté d'une stratégie pour prendre en compte ces effets de façon proactive et de façon à favoriser à la fois la résilience de l'agriculture du Vietnam, mais également diminuer les émissions de gaz à effet de serre, parce que la riziculture, c'est en effet un contributeur important des émissions de méthane et l'adaptation des pratiques de culture permettrait de les réduire. Voilà, donc je pense qu'on a prévu de parler. Non, mais je fais à chaque fois la même. Donc, in fine, les perspectives et le futur de ces projets, Hélène, quels seraient-ils?
Alors, donc déjà, au vu de notre expérience sur le post-ouragan Mathieu en Haïti, nous savons que dans le cas du Vietnam, il y a d'autres domaines que la riziculture qui pourraient à coup sûr bénéficier de dispositifs comme Vimesco et Viet RRO. Par exemple, on sait déjà que les forêts, les zones côtières avec notamment les mangroves, certaines zones naturelles protégées sont fortement affectées par les impacts du changement climatique et donc pourraient bénéficier de ce type d'observatoire. Il y a aussi les zones urbaines, surtout en zone littorale, qui doivent impérativement s'adapter au changement climatique. Et donc, je dirais que déjà au Vietnam, avec Vimesco Rice et Viet RRO, qui traitent tous les deux, surtout de l'agriculture à court terme, on a vraiment les outils pour constituer un outil plus large, construire peut-être un futur SCO Vietnam qui permettrait d'avoir un outil de surveillance globale de l'impact du changement climatique et donc alimenter cette stratégie nationale de résilience dont a parlé Linda, qui existe au Vietnam et qu'on pourrait alimenter avec les données venues du spatial. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux. On voit que du coup les données spatiales permettent d'être encore sur une autre zone après les LOAD, après les zones évoquées par Flodam, le Vietnam, un nouveau territoire qui peut en bénéficier. Merci en tout cas à toutes les deux. Je vous propose maintenant de passer la parole à... Je vais y arriver. Voilà, vous devez revoir mon écran à Philippe Sier qui va nous présenter Carbon Monitor. Donc Philippe, si vous pouvez activer également votre micro, votre webcam si vous le souhaitez, et n'hésitez pas, je passerai les slides sous vos ordres. D'accord, merci beaucoup. Donc vous m'entendez, c'est bon? On vous entend très bien, Philippe. Ok, on peut commencer alors. Voilà, donc en fait, on sait que l'épidémie de Covid, en fait, c'est une perturbation massive, globale et qui n'a pas d'équivalent de toutes les activités humaines, qui cause aussi un changement massif des émissions de CO2 liées à l'utilisation des énergies fossiles dans le monde entier avec des degrés différents. Et là où on a un véritable problème en termes de suivi des politiques climatiques et des impacts économiques, c'est qu'en général, le reporting des émissions est fait par les pays tous les 2 ans pour les pays de l'annexe 1 du protocole de Kyoto et tous les 5 ans ou plus pour les autres pays. Donc on ne dispose pas d'informations, ne serait-ce que pour les médias, le public et aussi les décideurs, sur les changements en cours des émissions. Prochaine planche, s'il vous plaît. Donc à l'aide d'une collaboration de recherche internationale qui implique l'université de Tsinghua, notre laboratoire, le LSCE, l'université de Californie à Irvine et d'autres instituts de recherche, nous avons mis en place une chaîne d'estimation des émissions avec des données qui sont souvent des données en temps réel, des données qui sont liées en fait aux activités qui conduisent à des émissions de CO2 dans différents secteurs, comme par exemple les données horaires d'électricité sur plus d'une centaine d'utilities et de production d'électricité, des données sur la mobilité et le trafic, sur la production industrielle et bien sûr sur le transport aérien et maritime, ainsi que sur les émissions du secteur résidentiel, c'est-à-dire l'usage de fuel par les bâtiments commerciaux et publics. Prochaine planche. Alors, c'est vraiment du big data. Là, vous avez par exemple les données de la base Flight Radar 24 qui donne les positions et le type de chaque avion dans le monde. Au milieu, les données de pipeline, en fait, d'apport du gaz naturel sur la plupart des régions d'Europe, qui inclut aussi bien sûr le stockage. Des données de mobilité comme Google Maps et Baidu en Chine. Les indices de mobilité pour le trafic comme les données d'indice TomTom pour la ville de Paris. Et des données d'électricité qui contiennent évidemment le mix électrique et aussi le contenu en carbone d'électricité qui a la particularité de varier très rapidement en raison des renouvelables et aussi des switches entre gaz et charbon. Prochaine planche. Alors toutes ces données, elles ne sont pas juste injectées dans des estimations, mais on a construit en fait des modèles diagnostiques avec du machine learning ou des modèles empiriques pour transformer ces données d'activité en émissions. Vous voyez sur la figure du haut à gauche, par exemple, comment l'indice TomTom, qui est un indice de temps passé par les gens au-dessus du trafic normal, donc qui n'est pas un indice de trafic ou d'émission, a été relié au flux de voitures observé sur plus de 60 rues dans l'agglomération parisienne. On a une relation non linéaire avec un intercept.
Et on voit que la courbe rouge, qui sont ces émissions reconstruites, fit extrêmement bien le trafic réel avec évidemment la soudaine baisse qui a suivi le confinement et la récupération un petit peu après. Prochaine planche, s'il vous plaît. Alors, ces données, elles sont en fait compilées et mises à jour avec des chaînes de traitement et elles sont partagées sur un site web. Il y a deux versions, une version internationale et une version en chinois qui s'appelle carbonmonitor.org. Ça a vraiment représenté pour une vingtaine de chercheurs à peu près 3 mois de travail à temps plein. Elles sont mises à jour régulièrement, je crois jusqu'au 1er mai. On va faire une mise à jour jusqu'au 15 juin prochainement. Prochaine planche. Ça doit être une animation, en fait. Ça montre, par exemple, les données de récupération des émissions du transport. Ils sont ici mis à jour jusqu'à la mi-juin. Et puis, les données d'émissions liées au secteur électrique qui ont moins baissé que celles du transport. Prochaine planche, s'il vous plaît. Alors, évidemment, ça nous permet d'étudier les différences régionales. On voit, par exemple, que la baisse des émissions a été plus forte en Chine, mais elle était coïncidente en fait aux vacances du Nouvel An chinois en 2019. Donc en termes de baisse relative des émissions en 2020, elle est moins forte dans ce pays que dans d'autres pays. On a une baisse au 30 avril de 8% des émissions globales, qui est évidemment très différente entre les pays, avec une diminution abrupte des émissions, par exemple en Inde, et une diminution plus lente aux États-Unis et en Europe. On a aussi les détails pour tous les pays européens. Et ça, c'est unique, hein, ça n'existait pas vraiment avant. On voit bien sûr qu'il y a plus d'informations que simplement l'effet de l'épidémie. On voit aussi l'effet des baisses d'activité qui sont liées aux vacances périodiques, aux week-ends, aux événements climatiques extrêmes. Hein, quand il y a, par exemple, des vagues de chaleur, des vagues de froid, on a des surplus, par exemple, de consommation électrique et d'émissions. La prochaine planche, s'il vous plaît. Et on a aussi un détail par pays et par secteur qui montre, par exemple, sans surprise, que le secteur de l'aviation, qui est en bas à droite, a diminué considérablement ses émissions, à peu près 85%. L'industrie, c'est assez différent, il faut vraiment regarder chaque pays. Et par contre, à notre grande surprise, le secteur résidentiel, malgré le confinement, par exemple en France, de 90% de la population, montre que les consommations de gaz naturel qui conduisent à des émissions de CO2 par les bâtiments et les gens n'ont pas vraiment changé, malgré donc un changement abrupt de mobilité. Prochaine planche, s'il vous plaît. Alors, évidemment, l'intérêt là-dedans, c'est de savoir maintenant comment on peut fusionner cette information avec des données de télédétection spatiale. Alors, on peut faire ça, bien sûr, sur la base d'utilisation de données de composition atmosphérique, puisqu'on peut transformer nos émissions de CO2 en cartes d'émissions de polluants qui sont observables directement par des imageurs spatiaux, comme par exemple YASI ou Tropomi pour le monoxyde de carbone et les NOx. Et nous avons aussi une collaboration avec l'entreprise Kairos, qui en fait utilise les données d'imagerie thermique des satellites Sentinel et des données d'imagerie à très haute résolution, comme les données de Planet Scope, pour avoir vraiment un suivi à l'échelle, par exemple, de chaque site. Vous avez ici l'Acierie, hein, où vous voyez que les hauts fourneaux, il y a un des hauts fourneaux qui s'est arrêté pendant le mois d'avril à cause de l'arrêt économique, et les autres ont continué à fonctionner. Prochaine planche. Un autre exemple qui concerne en fait une cimenterie en Chine, on voit aussi que les panaches thermiques d'émissions, qui sont en fait les points rouges sur l'image, ont stoppé évidemment pendant la période et qu'ils ont repris ensuite très rapidement. Aujourd'hui, on estime que les émissions industrielles chinoises sont même 10% supérieures à celles qu'elles étaient à la même période en avril en 2019. Prochaine planche, c'est aussi un autre exemple pour l'acierie de la Grande Sainte, hein, qui est une acierie de ArcelorMittal, où on voit aussi une très forte baisse d'activité. Alors, on peut tracer des activités aussi à l'échelle de la mobilité. On a par exemple des données de fréquentation de tous les centres commerciaux de France qui sont obtenus avec des images SAR combinées avec des caméras in situ qui permettent de regarder finalement les variations de comportement, notamment pour les centres commerciaux et aussi les centres industriels, comme le montre cette image sur plusieurs secteurs. Ça nous permettra désormais de dériver en fait un indice journalier de production industrielle plutôt que de se baser sur des statistiques qui sont plus ou moins mises à jour par les différents pays et par les différents offices statistiques avec des laps de temps qui durent de, je sais pas, 1 mois à 6 mois. Prochaine planche, s'il vous plaît.
Voilà, donc c'est ma conclusion. C'est une initiative qui est unique, hein, qui a vraiment mobilisé complètement une communauté scientifique, qui permet d'apporter la première estimation globale et dynamique des émissions de CO2 que l'on peut étendre aux polluants. Et l'enjeu pour nous, bien sûr, c'est d'utiliser au mieux les données de télédétection disponibles pour pouvoir réduire les incertitudes et apporter la dynamique manquante des émissions pour des secteurs où la télédétection a son mot à dire, en particulier les activités urbaines et les émissions des sites industriels, puisqu'il y a un suivi de plusieurs milliers de sites industriels qui est actuellement fait dans le monde. Et on peut évidemment profiter de ce type d'assets pour pouvoir affiner nos estimations scientifiques des émissions à l'échelle de territoire. Alors, c'est des données qui ont évidemment de la valeur scientifique importante. Il y a plusieurs articles qui sont en cours de publication pendant la période de l'épidémie, mais je pense que c'est des données qui auront encore plus de valeur lorsqu'on va voir finalement l'efficacité des packages de recovery ou pas. C'est-à-dire que pendant la récession économique qui va suivre et les packages de relance, on va pouvoir suivre finalement le développement et le retour ou bien la réduction des émissions dans différents secteurs à l'échelle de territoire. Et ça, je pense que c'est une information unique qui n'est pas du tout comparable aux inventaires classiques qu'on avait avant, par exemple, pour l'accord de Paris, qui sont simplement mis à jour tous les 2 ans. Ça convenait bien dans un monde où la croissance était relativement lente et où on pouvait extrapoler des tendances. Aujourd'hui, bien sûr, pour les émissions de CO2, il nous faut quelque chose de beaucoup plus réactif et de beaucoup plus dynamique. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Vous aviez une dernière planche, mais je pense que oui, alors, passer... je vais juste te dire que c'est aussi possible d'étendre ça au méthane. Alors, c'est aussi un travail qui est fait par nos collègues de Kairos, qui combine en fait de l'imagerie sur le développement ici des puits de gaz de schiste. Alors, ils font ça pour chaque puits, ce qui est évidemment un travail énorme qu'ils vendent à des compagnies gazières et pétrolières. Et ce qui est original, c'est qu'on peut aussi le combiner à des imageurs qui mesurent le méthane dans l'atmosphère, comme par exemple ici, sur le gisement du Permien. Et donc, ça nous permet de relier en fait les baisses d'activité. Il y a eu beaucoup moins de forage de gaz de schiste sur ce gisement aux États-Unis, aux fuites de méthane qui sont liées à l'activité de ce secteur. Donc, c'est juste une illustration qu'on peut aussi le faire pour le méthane pour certains secteurs. Merci beaucoup Philippe pour tous ces éléments. Encore une fois, vous serez présent dans un des kiosques si les participants ont des questions complémentaires par rapport à ce sujet. Je vous propose maintenant de passer, alors le rythme est assez soutenu, mais on a voulu avoir pas mal de choses présentées et partagées aujourd'hui. On va passer sur une thématique qui est plus sur le suivi des géographies et surtout des phénomènes de zones locales de chaleur avec le projet SAT-LCZ. Je vous propose donc de vous partager la vidéo de présentation de ce projet SAT-LCZ. Le projet SAT-LCZ, Local Climate Zones, a été initié et est porté par le CEREMA et Airbus Defence and Space en partenariat avec le CNES. Du fait du réchauffement climatique, les milieux urbains sont de plus en plus vulnérables pendant les vagues de chaleur estivales. Un des enjeux actuels est donc de mettre en œuvre une conception urbaine mieux maîtrisée qui permettra d'adapter les villes et d'atténuer localement les pics de chaleur liés au réchauffement climatique. Le projet SAT-LCZ permet d'étudier les phénomènes d'îlots de chaleur dans les zones urbaines en mettant en place une méthodologie permettant d'effectuer une classification en zones climatiques locales dérivée exclusivement d'images satellites à très haute résolution. Cette classification, proposée par la communauté internationale de climatologie urbaine, permet de segmenter les territoires en unités typomorphologiques élémentaires homogènes vis-à-vis de leur comportement climatique. L'objectif est de fournir aux acteurs du territoire une cartographie pour conduire une analyse de la vulnérabilité des quartiers urbains et cibler les leviers mobilisables pour réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain. Le projet SAT-LCZ s'appuie sur les acquis du projet Diaclimap financé par l'ADEME avec une méthodologie basée sur de l'imagerie optique. Il s'en différencie notamment par l'utilisation exclusive des données spatiales issues de la mission Pléiade. Ces images permettent en effet de réaliser une observation stéréoscopique de la ville qui va servir de base pour déduire les données nécessaires à la classification LCZ, un modèle numérique de surface, une occupation du sol, des bâtiments 3D.
Identifier les zones locales climatiques nécessite de produire des couches géographiques décrivant la morphologie urbaine, 4 indicateurs, et l'occupation du sol, 3 indicateurs, ce qui permet de modéliser le comportement thermique des espaces. L'utilisation d'imagerie THR permet d'envisager de produire et d'actualiser les indicateurs LCZ pour tout type de tissu urbain, indépendamment de l'existence de bases de données géographiques. Dans un premier temps, cette méthodologie sera appliquée à la métropole européenne de Lille, qui a notamment connu un épisode de canicule en 2019 avec des températures supérieures à 41 degrés. Ce territoire permettra de valider les résultats de la méthodologie employée par comparaison avec des données déjà existantes. Une ville avec une structure différente sur un territoire étranger sera intégrée au projet dans un deuxième temps pour démontrer la transposabilité de la méthode à l'échelle mondiale. Une fois cette automatisation validée, elle permettra le passage à l'échelle et donc d'internationaliser la méthode développée pour la France en adaptant la classification au contexte urbain rencontré dans différents cas d'études et en réalisant la chaîne de traitement allant de l'imagerie satellitaire à la production des indicateurs, indépendamment de l'existence de données géographiques sur le territoire, avec un processus aussi automatique que possible. Voilà pour Le projet SAT. pour la présentation du projet SAT-LCZ. Nous passons sur une thématique assez proche maintenant, excusez-moi, au projet Thermocity, porté par Vincent Lonjou du CNES. Vincent, je vous invite également à ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez, et je vous laisse la parole quand vous êtes prêts. Ouais, bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. Bon, parfait. Donc je vais vous présenter le projet Thermocity qui est porté par un consortium formé du CSTB, donc c'est le Centre scientifique et technique du bâtiment, l'ONERA, Météo France et le CNES. Et donc dans ce projet, il va s'agir de faire de la thermographie, de mesurer la température depuis l'espace, dans le but d'aider à l'adaptation des villes au changement climatique. Alors on va essayer de caractériser deux effets. Le premier, c'est l'effet d'îlot de chaleur dont on vient de parler avec le projet SAT-LCZ. Donc là, ce qu'on va faire, par contre, c'est le mesurer directement à partir d'une mesure de température de surface. On va essayer d'identifier les îlots de chaleur, les points chauds au niveau urbain. Donc ça va être un effet, on va dire, d'été. Et on va également s'intéresser à un effet dit d'hiver, qui va consister à identifier les pertes énergétiques les plus importantes à l'échelle de la ville. Et on va essayer donc de cartographier, d'un point de vue de la température de surface, la ville. Et on verra qu'une des limitations, c'est la résolution spatiale de cette donnée thermographique, qui est limitée à 100 mètres. Et on va essayer de proposer des solutions. Ça, c'est bien le but du projet, de proposer des solutions. Donc, quand on parle d'îlots de chaleur, les solutions envisagées en général, ça consiste à la mise en place de végétation. Donc, on a au moins deux idées. Donc, c'est prioriser les aménagements végétalisés, identifier éventuellement le potentiel de toiture végétale potentiellement installable. Donc ça, c'est pour la partie îlot de chaleur. Et pour la partie déperdition énergétique, le sujet sera d'identifier les passoires énergétiques et de prioriser finalement le plan de rénovation du bâti. Donc on a 4 territoires de jeu que sont Toulouse, Paris, Marseille et Montpellier. Et nous, on a déjà, moi j'appartiens donc au Labo OT, qui est une équipe au CNES qui est en connexion directe avec ces métropoles-là, de par sa fonction, donc, qui est de favoriser l'usage de la donnée spatiale, notamment pour les institutions publiques. Alors comment est-ce qu'on va faire ça ? Déjà, on va donc récupérer des données thermographiques satellites, ça existe aujourd'hui. Et comme je le disais, le problème qu'on a, c'est la résolution spatiale de la centaine de mètres qui est quand même assez limitant à l'échelle urbaine. On sent bien que la structure de la ville est parfois plus fine que ça. Donc ça, c'est nos collègues de l'ONERA qui vont réaliser ça. On va essayer d'améliorer la donnée thermique finalement en la couplant à la donnée optique et également en améliorant les traitements de correction atmosphérique, de manière à avoir une mesure finalement de température qui est plus précise au niveau géométrique mais également radiométrique. Ensuite, on va confronter ça à des modèles. Ça, c'est notre partenaire Météo France qui va s'occuper de ça. Donc, on a des modèles de climat urbain et on va comparer finalement la donnée mesurée à la donnée modélisée. Et peut-être qu'un des sujets qu'on va creuser, c'est notamment l'utilisation de la donnée thermique dans le modèle. Est-ce qu'on peut contraindre le modèle par la donnée thermique ? Et ensuite, on va mettre ça en perspective grâce à de la donnée terrain et à notre partenaire CSTB, donc qui est expert, on va dire, dans
toutes les performances énergétiques des bâtiments. Ils ont notamment accès à des bases de données de diagnostic performance énergétique, à la connaissance des matériaux et à certains relevés in situ. Et donc, le but du jeu, donc, ça va être de fournir une thermographie avec une précision inégalée, qui sera confrontée par un modèle, et poser un diagnostic et des solutions avec l'aide du CSTB. Et tout ça se fait dans le cadre de la préparation de la mission de Trishna, donc il y a une mission CNES qui va arriver d'ici quelques années et qui va fournir une mesure thermique avec une précision inégalée d'ici quelques années. Voilà. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Je passe maintenant la parole avec quelques questions à lui poser à Christophe Sagnier du CIRS sur le projet Éclate. Christophe, dites-moi quand vous êtes prêt. On va pouvoir également partager votre micro et votre webcam. Du coup, Christophe, quels sont les acteurs et la genèse du projet Éclate? Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien Christophe, allez-y. Ok, donc en fait le projet Éclate s'inscrit vraiment dans la continuité du projet qui est dans le cadre d'un programme qui a été initié par l'ESA qui s'appelle Earth Observation for Sustainable Development. Et donc sur la thématique des États fragiles. Et donc le projet est piloté par nos collègues de CLS. Et la vocation de ce projet, c'était de développer l'utilisation des données des services issus de l'observation de la Terre pour accompagner les États fragiles dans le cadre de programmes d'aide au développement et de contribuer à résoudre donc des conflits existants ou éviter de futurs conflits. Et donc, dans ce cadre, on a eu quand même beaucoup de consultations avec donc notamment les banques multilatérales d'aide au développement, et ces problématiques nous a amené à prendre en compte la région du lac Tchad comme un cas d'étude pertinent. Et donc les principaux interlocuteurs au départ étaient la Banque mondiale, qui a de nombreuses ambitions dans cette région. Et pour engager le dialogue avec eux, on a pu réaliser des premiers exemples de ce qui était envisageable, et notamment sur la question de la pression sur les ressources naturelles liées à la présence de camps de réfugiés. Et dans le cadre de ces consultations, donc de ces échanges, on a aussi été amené à échanger, à parler avec nos collègues du PNUD, avec qui on a pu vraiment avoir des échanges très concrets. Et donc CLS, qui avait aussi déjà mené des travaux dans la région, était un partenaire clé qui s'était intégré naturellement dans le projet. Et juste pour vous donner un exemple concret de ce qui peut être fait, c'est qu'il y a des programmes de stabilisation ou de réhabilitation qui sont lancés par le PNUD. Et grâce à l'image haute résolution, on peut voir si des projets de construction d'écoles se sont effectivement réalisés, sachant qu'on est quand même dans une région qui est très difficile d'accès de par les problèmes sécuritaires liés à Boko Haram, etc. Voilà. Et du coup, quels enseignements tirez-vous de ces phases très amont de projet? Personnellement, vous en tirez quelque chose, ou vous avez des choses à partager avec les participants à ce webinaire? En fait, c'est dans le cadre de ce type de projet où on a des interlocuteurs qui sont pas forcément au courant ou qui connaissent pas forcément les capacités, ou qui ont une vision un peu idéalisée de ce qui peut être fait avec l'observation de la Terre. Une des plus grandes difficultés est souvent de trouver la bonne adéquation entre les besoins qu'ils peuvent exprimer et les besoins réels. C'est-à-dire parfois ils savent. Donc il y a vraiment une itération qui est nécessaire. Et puis d'autre part, l'information qui peut être fournie à partir des données d'observation de la Terre. Et donc ce processus, on se fait face souvent à de nombreuses impasses, mais il faut savoir être persévérant et surtout saisir les bonnes opportunités qui sont pas forcément les plus évidentes au départ. Et quand on a pu présenter donc ces premiers résultats obtenus aux équipes du PNUD,
on a vraiment senti qu'il y avait un point d'accroche et qu'il était intéressant d'aller plus loin, et notamment de voir le lien qui pouvait exister entre les pressions sur les ressources naturelles, d'une part, et les changements climatiques et les situations de conflit, d'autre part. Donc, c'était vraiment le point de départ au projet. D'accord. Voilà. Et si on remet en perspective du SCO, quel est l'apport d'un réseau tel que le SCO dans ce type de projet? Donc, comme je dis, donc monter un projet de ce type est un processus de maturation assez progressif et avec des objectifs qui s'affinent petit à petit. Et en fait, l'initiative SCO est vraiment tombée au bon moment afin de concrétiser donc les premières idées qu'on avait évoquées avec le PNUD et dans le cadre du programme EO4SD. Aussi, ce qui est important, c'est que l'approche du montage du projet SCO sous cette forme un peu assez collaborative et de co-construction a vraiment permis d'accompagner le processus de maturation du projet. Et ça permet de donner un cadre et de maintenir les efforts qui ont été mis dans le montage du projet, dans une activité où on a toujours de multiples priorités, etc. Donc c'est vraiment c'est de donner, il y a suffisamment de liberté pour que les idées se développent, mais en même temps en donnant un cadre assez précis. Donc voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Christophe pour ce partage d'expérience. J'espère que ça sera enrichissant pour les potentiels futurs porteurs de projets ou les personnes qui sont dans les mêmes contextes que vous en train de faire maturer les projets. Merci beaucoup. Je propose maintenant qu'on continue avec la présentation par Basile Goussard et Romain Escargueil du CNES sur les énergies éoliennes. Basile, Romain, je vous laisse la main. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, bien évidemment, votre webcam si vous le souhaitez. Et comme tout à l'heure, je serai sous votre commandement pour passer les différentes planches. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Super. Romain? Oui, je t'entends et je pense que tout le monde m'entend aussi. Très bien. Parfait. Bon, allons-y. Alors déjà, je voulais remercier le CNES et le SCO pour nous laisser l'opportunité de présenter ce projet. Alors, juste en quelques lignes, allons-y, ouais, c'est parti, s'il vous plaît. En quelques lignes, l'objectif, d'après le PPE, c'est d'avoir 40% d'énergie renouvelable en 2030 et il y a une part non négligeable dans ces 40% d'énergie éolienne. Alors ça, c'est dans les grandes lignes, le plan pluriannuel de l'énergie, mais concrètement, comment on fait pour y arriver? Donc, nous, on a dégagé, en fait, sur ce projet qu'on porte, on a dégagé 3 axes. Donc, c'est un début de projet, c'était juste pour tester. On a dégagé 3 axes. Donc, déjà, il faut caractériser l'énergie disponible, autrement dit, le gisement éolien en France. Ensuite, il faut voir aujourd'hui dans quelle mesure ce gisement éolien est utilisé. Et le point essentiel qu'on abordera en conclusion, c'est mesurer le soutien de la population. En fait, un projet éolien est très dur de porter un projet éolien si la population est contre ce projet. Je vais laisser Romain expliquer la suite. En fait, par notre démarche, donc on a essayé de renverser le schéma actuel du développement éolien. Donc, à l'heure actuelle, il faut savoir que le développement éolien est beaucoup porté par les entreprises privées, donc qui font un état des lieux des zones potentielles avec les différentes contraintes techniques. Et nous, en fait, on essaie de renverser justement ce schéma en se disant que tout ce qu'il faut pour qu'un projet éolien émerge, c'est du vent et une population locale qui soit d'accord. Donc, et ensuite pour venir remettre en question tous les arguments qui peuvent être techniques via les contraintes ou alors les arguments qui peuvent être financiers. Et voilà, essayer de vraiment renverser ce schéma. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, donc, la mission après, ça a été donc de caractériser le gisement éolien. Donc aujourd'hui, j'ai un peu d'expérience donc en analyse de données, que ce soit à travers différents stages, aussi à travers mes missions au sein de MEOS ou eSite. Et j'ai pu me faire la main sur les données donc de C3S, que je remercie, et d'ERA5, qui nous a permis finalement d'avoir la vitesse du vent à 100 mètres de hauteur tous les jours à midi. Alors, pour des questions de simplification, on a récupéré la vitesse du vent à midi, mais il faut savoir que le pas temporel est de 1 heure. Autrement dit, on peut avoir la vitesse du vent à 100 mètres tous les jours avec un pas de temps d'1 heure. Et après, qu'est-ce qu'on va faire avec cette vitesse du vent qu'on a récupérée sur toute une année?
Donc finalement, en fait, via cette vitesse de vent qu'on a donc spatialement et temporellement, et via une courbe de production donc qui représente un modèle d'éolienne qui peut être installé à l'heure actuelle. Donc voilà, donc on est parti sur une éolienne de 140 mètres de diamètre avec un rendement de 35% et une courbe de production comme on peut voir ici. Et donc finalement, ça nous donne donc l'énergie disponible si une éolienne était installée, et on a fait le choix, donc un choix qui est arbitraire mais représentatif, de découper le territoire français par département et donc se dire que si on mettait une éolienne sur ce département, quelle serait l'énergie produite via cette éolienne. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en résumé, après, on a divisé cette énergie disponible par la consommation moyenne d'un foyer. C'est juste pour mieux se rendre compte des chiffres qu'on expose ici. L'idée, c'est surtout de montrer qu'il y a évidemment des départements qui, si on pose une éolienne, vont pouvoir permettre d'alimenter plus de foyers que d'autres départements. Donc, on va voir, par exemple, dans le Finistère, on est aux alentours de 3500, entre 3700 et 4000 foyers qui peuvent être fournis en électricité si on y place une éolienne. Donc, ça, c'est la caractérisation du gisement éolien aujourd'hui. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de combiner cette information avec l'utilisation qui en est faite. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, donc pour caractériser justement l'utilisation, ou alors on peut aussi parler d'exploitation du gisement, on a introduit donc le taux d'exploitation normalisé, et donc finalement, ça nous donne sur chaque département voir comment est utilisé le potentiel éolien sur le territoire du département. Et donc finalement, on ressort une carte qui nous montre si, pour chaque département français, savoir si oui ou non il utilise son gisement et à quel degré. Et donc finalement, on peut sortir donc des zones géographiques qui pourraient amplifier sa politique éolienne, ou alors des zones géographiques qui montrent que déjà ils ont fait un effort à ce niveau-là. Alors maintenant, donc c'est la troisième thématique qu'on a abordée, c'est la mesure du sentiment de la population vis-à-vis donc de cette technologie. Alors, je vais vous demander de mettre la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, comment déjà nous avons réalisé cette mesure? Alors, dans un premier temps, il y a deux manières de mesurer le sentiment de la population vis-à-vis de cette technologie. Ça serait faire des enquêtes terrain, donc aller dans tous les départements pour demander à la population qu'est-ce que vous pensez de l'éolien. Alors, pour deux raisons, c'est compliqué. Déjà, de un, pour avoir un panel important, il faut faire une enquête terrain très longue. Et deuxièmement, avec le Covid, ça a été très compliqué de réaliser ça, même si ça n'a pas été possible. Donc, il y a une deuxième approche qu'on a abordée, c'était de récupérer et d'utiliser les réseaux sociaux pour analyser le sentiment de la population vis-à-vis de cette technologie. Comment on a réalisé ça? On a récupéré en fait 5000, là pour le moment c'est à échelle test, 5000 posts contenant le hashtag éolienne. Pour ces 5000 posts contenant le hashtag éolienne, on a récupéré la localisation donc de chacun de ces posts. C'est des posts Instagram, mais ça s'étend et s'élargit à Facebook, Twitter, etc. Pour tous ces posts contenant le éolien, le hashtag éolien ou hashtag éolienne, nous avons récupéré la localisation précise. Et ensuite, nous avons utilisé une analyse de texte, une analyse de sentiment pour essayer de comprendre le sentiment qui était donné dans ce message, dans ce post. L'idée étant donc pour chaque post d'avoir une certitude que ça parle d'éolienne, en sachant qu'on a le hashtag et la photo, la localisation de ce post et le sentiment qui est retranscrit via ce post. Après, on peut faire donc une moyenne par département de ce sentiment de manière à avoir un score global par département du sentiment de la population. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Concrètement, on a réussi, on a fait 3 indicateurs ou 3 axes qui nous semblent importants, qu'on peut ensuite combiner ensemble pour sortir de la valeur ou sortir au moins des priorités. On a pris l'exemple des Bouches-du-Rhône ici. En fait, les Bouches-du-Rhône, on voit que le nombre de foyers que pourrait couvrir donc l'installation d'une éolienne est de 2500 à peu près. La médiane française, c'est 2300. Autrement dit, il y a un potentiel éolien qui existe. Leur taux d'exploitation aujourd'hui dans les Bouches-du-Rhône, c'est un taux d'exploitation normalisé de 1. La médiane française, c'est 2,83. Autrement dit, ils ont un potentiel éolien, ils exploitent moins que la médiane française. Par contre, on a analysé donc le sentiment de la population, et le sentiment de la population est un sentiment plutôt positif par rapport à l'éolien. Autrement dit, on sait que cette population pourrait être porteuse de projets éoliens, il y a un gisement, il n'exploite pas forcément. Donc ça peut permettre 3 choses. De 1, prioriser les futures, par exemple, implantations d'éoliennes dans certains départements. De 2, ça peut permettre aussi de prioriser les actions de communication. Donc, on va voir dans certaines régions où il y a un sentiment plutôt négatif vis-à-vis de l'éolien,
ça va permettre de dire, OK, il faut mettre un budget dans ce département-là pour redonner du souffle à l'éolien. Et le troisième aspect, c'est aussi, donc, comme disait Romain en début de séance, c'est de peut-être renverser le jeu des contraintes. Autrement dit, au lieu de s'adapter aux contraintes terrain, d'abord regarder le sentiment de la population et par rapport à ce sentiment-là, faire adapter les contraintes. Voilà. Bon, j'espère qu'on n'a pas été trop long, ça a été assez clair. Et puis, je vous remercie de nous avoir écoutés. Non, ça n'a pas été trop long, c'était clair. J'ai compris que ma région d'origine avait des efforts à faire pour être plus efficace sur l'éolien. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. On passe maintenant au projet Lithoscope qui va donc être présenté sous forme d'une petite vidéo également. Je vous laisse découvrir le projet et la vidéo. Le projet Lithoscope est porté par l'entreprise CLS, filiale du CNES, en partenariat avec la société CIRS, le BRGM et le Global Climate Forum avec l'appui scientifique du Lagos et du CEREMA. Face à l'élévation du niveau moyen des mers due au changement climatique, l'occurrence d'événements extrêmes, comme les tempêtes, risque d'engendrer des phénomènes de submersion marine de plus en plus impactants sur les territoires littoraux. En mettant les satellites au service de l'identification des zones impactées et de l'évaluation des risques de submersion marine, le projet Lithoscope vise à développer un outil d'aide à l'adaptation aux effets du changement climatique dédié aux territoires littoraux. En premier lieu, le projet permet de réaliser une identification précise des zones littorales sujettes à la submersion marine permanente face à l'élévation du niveau moyen des mers. Cette identification s'appuie sur le calcul d'un modèle numérique de terrain, MNT, à partir des données satellites haute résolution Pléiades fournissant l'élévation des terres et sur des données d'altimétrie satellitaire fournissant la tendance de hauteur de mer observée depuis 30 ans. Grâce à la connaissance de la surface moyenne océanique estimée de l'altimétrie satellitaire et de données gravimétriques, un calage vertical du MNT sera réalisé afin d'affiner l'identification des futures zones submergées. Le projet utilisera également 2 modèles numériques de surcote océanique liés aux tempêtes, un modèle planétaire à moyenne résolution spatiale et un modèle local à haute résolution issu des recherches les plus avancées sur l'un des territoires d'étude. Ils permettront d'identifier les zones littorales sujettes aux submersions temporaires lors de ces événements extrêmes futurs. À l'aide de bases de données socio-économiques caractérisant chaque territoire cible et d'informations d'occupation du sol extraites des données satellites Pléiades, le projet développera un indicateur de risque synthétique et intuitif basé sur le croisement de l'intensité de l'aléa submersion marine et des enjeux du territoire. Cet indicateur fournira une évaluation chiffrée du niveau de risque ainsi qu'une estimation des coûts et dommages potentiels engendrés par la submersion. Le projet produira des cartes d'occupation du sol pour des enjeux socio-économiques, des cartes de submersion permanente et temporaire à moyenne résolution, des cartes de submersion haute résolution sur un des territoires, des cartes d'indicateurs de risque. Ces informations seront mises à disposition via une interface web interactive. Elle permettra aux acteurs des territoires cibles de se familiariser avec les risques encourus. Leur implication tout au long du projet est essentielle afin de construire un outil pertinent et utile. Grâce à sa méthodologie scientifique et à sa solution de mise à disposition des données, Lithoscope se veut être duplicable facilement sur de nouveaux territoires. Le projet sera expérimenté dans un premier temps au niveau de 2 territoires français, la commune de Palavas-les-Flots et les communes environnantes de la métropole de Montpellier, ainsi que la commune de Gavre, près de Lorient. L'objectif est d'y démontrer la faisabilité et l'intérêt de cette méthode, basée essentiellement sur des données d'observation par satellite, ainsi que sa reproductibilité à tout littoral de la planète. Voilà pour le projet Lithoscope, donc porté par Claire Dufaux du CLS Group et Solange Lemay-Chevenier du CNES. Donc j'espère que ça a été également une présentation claire pour vous. Nous partons maintenant sur le sujet Arbocarto porté par Marie Demarchy. Marie, je vous invite à ouvrir votre micro également, votre webcam si vous le souhaitez.
et je vous laisse la parole dès que vous êtes prête. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, j'attends, voilà. Les moustiques, donc Aedes, les moustiques tigres et Aedes aegypti en Outre-mer, sont des vecteurs d'éléments pathogènes responsables des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. Ces moustiques se sont adaptés au milieu urbain et sont présents dans les territoires d'outre-mer et en France métropolitaine. De par le risque sanitaire et la forte nuisance qu'ils engendrent, le ministère français de la Santé a souhaité mutualiser le développement d'un outil opérationnel permettant de modéliser spatialement la densité prédictive de ces moustiques à leurs différents stades de maturité. Donc, pour ce faire, l'application utilise un modèle mécaniste reproduisant le cycle de vie des moustiques élaboré par le CIRAD, spatialisé grâce au langage OSLEI également développé par CIRAD. Donc, en entrée, sont nécessaires les relevés météorologiques quotidiens de température minimale et maximale et les précipitations. Et le contexte environnement local permet de spatialiser les gîtes de ponte et de repos. L'imagerie satellitaire, les bases de données d'occupation du sol, les données géographiques d'usage des sols en complément des campagnes de terrain permettent d'identifier ces zones favorables à la présence du moustique. L'application est installée sur les postes informatiques des utilisateurs et sont ainsi autonomes pour la production des cartes statiques, c'est-à-dire à une date choisie, ou des cartes dynamiques illustrant une période. Ils peuvent également simuler l'impact de scénarios de lutte par destruction de gîtes larvaires. Les données produites se doivent d'être suffisamment précises spatialement pour cibler les lieux et ajuster les actions des équipes terrain aux quartiers à risque. Les fichiers géographiques issus d'Arbocarto sont analysés via des logiciels SIG ou Google Earth ou intégrés au serveur web cartographique du ministère de la Santé pour être croisés avec des données épidémiologiques et entomologiques de terrain. En outre, l'application permet d'adapter les paramètres de favorabilité de présence du moustique en fonction des territoires étudiés et de l'évolution des connaissances locales, comme la présence de maisons abandonnées, de terrasses à plots, par exemple. La labellisation du SCO 2020 pour le projet Arbocarto V2 fera évoluer l'application d'un démonstrateur à un outil opérationnel, quel que soit le territoire déjà colonisé par ces moustiques. Donc directement vers le code informatique par l'optimisation et de l'amélioration ergonomique, mais également via les outils d'accompagnement et notamment un guide pour les passations de marché concernant la mise à jour des données environnementales issues d'imagerie satellitaire. Sachant que, bien entendu, la mise à jour assure la pertinence spatiale des prédictions. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie, pour cette présentation très claire encore une fois. On va maintenant parler des mangroves avec Jean-François Faure de l'IRD. Jean-François également, vous pouvez ouvrir votre micro quand vous le souhaitez et également partager votre webcam. Je branche également la mienne et ma première question, qu'est-ce qu'une mangrove? Je pose la question, mais je pense qu'on doit être plusieurs à se la poser. Oui, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'une mangrove? Une mangrove, c'est une forêt de région intertropicale qui se développe spécifiquement dans les zones intertidales, c'est-à-dire les zones d'alternance des marées, donc qui est soumise quotidiennement à l'immersion, à l'émersion. Vous avez tous en tête l'image des palétuviers, donc avec les racines échasses, puisque ce sont donc deux grandes espèces, les Rhizophora et les Avicennia, qui composent ces forêts de mangroves. Elles sont adaptées donc à la vie en eau saumâtre, à la vie sur des sédiments meubles, au milieu salin, donc avec des mécanismes pour s'ancrer dans les dépôts qui sont mouvants et pour excréter les excès de sel, mais aussi pour amener l'oxygène au système racinaire. Il faut savoir que les mangroves, qui représentent à peu près 200 000 km² dans le monde et 1000 km² dans les territoires français d'outre-mer, sont les systèmes parmi les systèmes les plus bioproductifs à l'interface terre-mer, donc ils ont beaucoup de fonctions écologiques. Il y a une très forte production primaire, donc il y a un rôle de nurserie très important pour de nombreuses espèces de poissons, de crustacés.
C'est également le lieu de refuge et de nidification de beaucoup d'espèces d'oiseaux. Ça accueille aussi beaucoup de mammifères qui les fréquentent, parce que c'est des endroits assez protégés des prédateurs pour leur alimentation, des reptiles, des batraciens, etc. Et puis il y a aussi une caractéristique particulière de la mangrove qui est intéressante. Donc en façade littorale, c'est un milieu qui protège de l'effet érosif de l'océan et aussi des événements cataclysmiques comme les ouragans, les typhons et autres. Et enfin, il y a aussi, au-delà de toutes ces valeurs écologiques, patrimoniales de la mangrove, une valeur sociale et économique forte, puisqu'il y a beaucoup d'activités humaines qui ont lieu dans les mangroves, qui sont d'ailleurs prédatrices pour les mangroves, mais pas forcément, avec beaucoup de populations aussi agroupées en communautés, qui exploitent les ressources naturelles comme le bois, qui est imputrescible, les tanins, qui cherchent de l'alimentation et qui récoltent des plantes médicinales. Sébastien, ton micro, s'il te plaît. Sébastien? Oui, pardon, je pose des questions muettes aujourd'hui, désolé. Il n'y a pas de souci. Du coup, par rapport à ce sujet, quel était le besoin initial de suivi des mangroves? Comment vous l'aviez identifié, ce besoin au départ? Alors à l'IRD, on a depuis les années 80 des nombreux programmes de recherche qui ont été montés en Guyane, dans un cadre de coopération régionale qui s'appelait Ecolab à l'époque. Et qui visait l'étude spécifique de ce vaste système hydrosédimentaire qui est très lié à l'Amazone, par rapport à une problématique sur la mangrove qui est très particulière à la Guyane, où on a des dynamiques hydrosédimentaires très intenses et donc des dynamiques d'évolution des mangroves qui sont également très intenses. Donc les mangroves en jusqu'au Venezuela, sont soumises à l'influence de deux phénomènes, de processus majeurs. Il y a évidemment le fleuve Amazone et son estuaire avec la décharge sédimentaire très très importante. Et puis il y a les courants Atlantique Sud qui poussent, donc qui remontent vers le nord et qui plaquent en fait l'ensemble de ces sédiments le long de la côte de l'Amapá du Brésil et qui fait remonter ces sédiments fins, argileux, hein, c'est très noble, c'est de la vase, vers la Guyane. Et à ce moment-là, il y a une inflexion dans la côte qui fait qu'en Guyane, il y a des phénomènes de bancs, de vases qui se détachent et qui migrent le long de la côte, poussés par les courants, et sur lesquels se développe la mangrove. Donc la Guyane est confrontée à un système cyclique qui dure avec des périodes de 10-15 ans, où la mangrove se développe sur ces bancs vaseux, et ces bancs vaseux migrent le long du littoral. Et entre ces bancs vaseux, donc quand ils existent, ils protègent le littoral, et quand ils n'existent pas, ils exposent le littoral à des phénomènes érosifs très intenses, notamment la houle. Et donc il y a des impacts très importants sur le littoral guyanais, qui touchent les populations, qui détruisent des habitations, qui touchent tous les aménagements littoraux présents sur la côte. Donc ça, c'est une question assez particulière à la Guyane. Il y a aussi le port spatial guyanais. Il y a une question d'envasement de chenaux aussi, avec des investissements lourds pour pouvoir désenvaser les accès. Donc il y a toute une problématique qui intéresse beaucoup les autorités locales en Guyane. Et c'est à partir de là que d'autres projets se sont construits, se sont développés ailleurs, même si en Guyane, il n'y a pas vraiment la composante, on va dire, socio-économique d'usage des mangroves. Il n'y a pas de population qui y habite, mais enfin, c'était à partir de cet exemple-là qu'on a commencé à travailler à des cartes régulièrement mises à jour de la distribution spatio-temporelle, donc de la distribution spatiale et des évolutions temporelles de la mangrove, et qu'on a dépliqué ça dans d'autres zones du monde, toujours dans le but de faire le suivi de ces dynamiques de mangrove. Sébastien, micro. Quels autres utilisateurs, pardon, vous avez identifié, j'y arriverai aujourd'hui, vous avez identifié par rapport à ces problématiques de suivi de mangrove? Alors justement, le fait d'avoir ouvert à partir de l'exemple guyanais, d'autres projets de recherche sur la mangrove dans différentes zones du monde, en fait, on se rend compte qu'on a 4 grands groupes d'utilisateurs. D'une part, en premier, on a les organismes publics nationaux qui sont gestionnaires de l'environnement et du territoire et qui doivent coordonner la mise en œuvre à l'échelon national des plans de gestion et de protection de la mangrove, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où donc elle est détruite. Ensuite, il y a un deuxième groupe qui est la déclinaison du premier, qui est en fait toutes les autorités locales,
les entités gestionnaires de type DREAL, ONF, Conservatoire du littoral, parcs régionaux ou autres, affaires maritimes, qui sont en charge de l'application des réglementations, qui régulent les accès, qui mettent en œuvre les aménagements, qui font le suivi de protection de risque. Il y a les ONG également qui interviennent à ce niveau-là. Ensuite, il y a une autre catégorie qui est peut-être la plus diverse et celle qu'on essaye de toucher aussi, sans jamais l'oublier, c'est celle des populations riveraines, donc des habitants du littoral. La population mondiale se concentre de plus en plus sur le littoral, donc il y a forcément des zones de conflit et d'usage par rapport à la mangrove et la population. Donc il y a en gros deux catégories. Il y a ceux qui exploitent, utilisent la mangrove pour développer des activités économiques, que ce soit de l'écotourisme ou de l'agriculture, de l'élevage de crevettes ou autre. Et puis il y a les populations riveraines qui ont des activités de subsistance extractiviste des ressources de la mangrove et qui dépendent vraiment de la santé de la mangrove pour pouvoir se développer et vivre dans leur environnement d'une façon beaucoup plus durable. Il y a même des endroits où il y a des réserves extractivistes qui rassemblent ces populations. Donc c'est ce gros paquet d'utilisateurs est très important. Et enfin, le dernier groupe, évidemment, ce sont les scientifiques qui ont besoin de données de caractérisation de la mangrove, que ce soit la distribution spatiale, les évolutions, l'état de santé des mangroves, des indicateurs écologiques, de diversité et autres, mais aussi évidemment les acteurs du climat et qui se servent ou qui ont pu déjà utiliser des outputs de nos projets pour alimenter des modèles qui tiennent compte des spécificités particulières de la mangrove et dont le suivi est important pour pouvoir éventuellement estimer des impacts des changements globaux sur les mangroves ou voir comment la mangrove peut révéler des changements globaux. Très bien. Et sur la plateforme que vous allez mettre à disposition pour le suivi de ces mangroves, comment, pour la définition de celle-ci, comment est-ce que vous intégrez les utilisateurs que vous avez évoqués? Alors, dans tous les projets qu'on a pu mener, que ce soit les projets originels en Guyane ou d'autres projets en Afrique de l'Ouest, en Indonésie, où on est très actif à Madagascar, tous ces projets en général comportent des volets dédiés aux utilisateurs dans ces 4 catégories. Donc le plus souvent, c'est des cycles d'ateliers collaboratifs et des sessions d'échange interactifs qu'on a avec les utilisateurs. On peut avoir recours aussi à des enquêtes préalables. Le but, c'est d'informer, de communiquer, éventuellement, quand on en a besoin, susciter l'adhésion, l'appropriation des acteurs au projet pour qu'on puisse avoir des échanges et des collaborations qui vont jusque à la collecte de données in situ, avec des applications qu'on envisage pour notre plateforme dédiée et adaptée à ces usages-là. On peut avoir également besoin de mettre au point des kits spécifiques, ce qu'on a pu faire pour alimenter ces échanges dédiés à la mangrove, pour essayer de convaincre les utilisateurs à sur des produits qu'on leur propose. On est allé jusqu'à la création, le développement, ça c'est très récent et ça a été impulsé notamment par le fait que ces activités soient labellisées dans le cadre du SCO, au développement d'un démonstrateur de ce que pourra être la plateforme en question. Il y a déjà beaucoup de travaux qui existent sur la mangrove et leur cartographie. L'idée de la plateforme, c'est de rendre ça dynamique et interactif. Et donc, cette idée de démonstrateur qui est en train d'être finalisée nous est apparue comme un outil, un levier très puissant pour susciter l'adhésion, la curiosité et notamment des populations donc locales pour qu'on puisse travailler dans leur zone et ouvrir des vraies collaborations et des interactions avec les utilisateurs. Pour terminer là-dessus, en sortie il y a un exercice de recueil de besoins aussi, évidemment. Il y a beaucoup d'exploitation de ressources naturelles et d'usage de la mangrove, comme par exemple la culture du ver à soie, la récolte de miel sauvage, qui se fait en contact avec les populations locales et donc on essaye d'aller jusqu'à l'expression aussi de besoins qui vont dans le sens d'une co-construction des produits qu'on mettra à disposition dans la plateforme. Très bien. Et quelle perspective du coup pour ces activités? Quelles applications à venir on peut anticiper? Alors là, on est en pleine phase de consolidation et de lancement du projet SCO. Puis ce projet repose sur pas mal d'initiatives d'appels d'offres
de projets qu'on a déposés. Donc, on est en phase de construction, de capitalisation de ce qu'on a pu faire par le passé, et on essaye de capitaliser ça autour de l'outil démonstrateur qu'on veut pousser. Donc, on est en phase de consolidation, on va dire, du plan d'activité, du plan de charge pour le développement de cette plateforme. Concrètement, il y aura 2 familles de produits qu'on proposera. Des produits de base qui sont plus liés à la distribution spatiale, à l'évolution des mangroves dans le temps et dans l'espace, qui reposent sur de la donnée Sentinel-2 et des indices d'activité chlorophyllienne assez classiques. Et puis également, on aimerait développer d'autres indicateurs sur la mangrove. J'ai parlé de biodiversité tout à l'heure, mais il y en a d'autres qui caractérisent l'état de santé des mangroves. Et ça s'approcherait plutôt avec de la très haute résolution spatiale pour caractériser l'état de la canopée, de la densité de la mangrove. On aimerait pouvoir faire le suivi des zones de reboisement, des zones de destruction de mangroves avec des systèmes d'alerte. On aimerait s'appuyer aussi sur de la donnée radar pour avoir des idées, des indicateurs plus précis sur justement cette alternance immersion-émersion des mangroves et le rôle que ça joue dans le cycle écologique des mangroves. Donc on se focalise sur les régions d'outre-mer françaises, où il y a quand même beaucoup de travail. Mais aussi à l'international, on a donc un projet pilote à Madagascar, dans le nord-ouest de Madagascar, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et pour terminer, on projette toutes ces activités dans l'infrastructure de recherche DataTerra et les moyens existants pour avoir une plateforme qui soit intégrée aux outils existants et qui amène ces niveaux de service, c'est-à-dire catalogue de produits sur la mangrove, éventuellement service de mise à jour à la demande de certains traitements ou de déclenchement de traitements spécifiques et particuliers. Donc on essaie d'intégrer ça au sein de l'environnement DataTerra. Merci beaucoup, Jean-François, pour ce partage. On a du coup maintenant fait un tour d'horizon de beaucoup de sujets en terminant par ce sujet sur les mangroves. J'espère que ça a été enrichissant, intéressant pour vous, l'ensemble des participants. Ce qu'on vous propose maintenant, avant de laisser la parole à Laurence Monnoyer-Smith pour la conclusion, c'est de vous expliquer ce qui va se passer dans les kiosques. On va avoir donc 4 kiosques qui vont se dérouler en parallèle. 2 moyens pour s'y connecter, puisque vous allez devoir vous déconnecter quelque part de cette réunion, de ce webinaire, de ce lien qui vous a été donné. On vous a envoyé un mail qui reprend l'ensemble des liens de ces 4 kiosques, donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et de vous reconnecter de la même manière que vous avez fait ce matin, mais encore plus simple pour ceux qui ont accès au chat dans l'outil Teams, c'est de pouvoir voir dans le chat, on va vous mettre à disposition l'ensemble de ces liens. Vous allez voir donc dans le kiosque 1, vous pourrez aller parler du projet Float, du projet Flodam, du projet Viaterero et du projet Vimesco Rice. Dans le kiosque 2, des projets SAT, LCZ, Thermocity et Eclat. Sur le kiosque 3 de Lithoscope, Arbocarto et Mangrove, dernier projet, et dans le kiosque 4 sur les sujets d'ouverture, donc Carbon Monitor et sur l'énergie éolienne. Donc n'hésitez pas, à la fin de la présentation de Laurence, à cliquer sur les différents liens pour aller dans les kiosques. La réunion se terminera ainsi. Après la conclusion, vous irez en kiosque et une fois que la discussion est terminée au sein des kiosques, vous pourrez vous déconnecter et aller déjeuner tranquillement. Je vous souhaite donc à tous une très bonne journée. C'était un plaisir encore une fois de faciliter cet événement. J'espère que vous avez tous pris beaucoup d'informations, de plaisir et de connexion potentielle, puisque c'est un des objets du SCO, de réussir à fédérer ce réseau étendu que la communauté scientifique, notamment, se trouve au milieu du SCO. Laurence, je te laisse la parole pour la conclusion. Oui, merci beaucoup, merci à tous. Une conclusion relativement rapide avant de vous laisser partir. Ta webcam si tu le souhaites aussi, Laurence, pardon. Oui, c'est vrai, tiens, tu as raison. Voilà. Donc merci à tous pour ces présentations. Merci à toi Sébastien et à Capgemini pour votre accompagnement qui a rendu cette présentation à la fois extrêmement riche mais variée dans les modes de présentation et extrêmement instructive sur le fond. On souhaitait vous donner un panorama assez exhaustif de l'ensemble des projets qui ont été labellisés et pour vous montrer qu'il y a encore vraiment beaucoup
beaucoup à faire avec la richesse des expertises dont les uns et les autres disposaient. Je voulais terminer par les prochaines échéances. Je vous ai parlé tout à l'heure en introduction des différents appels à projets qui allaient être lancés. Nous avons décidé lors du dernier steering committee qui s'est tenu il y a une dizaine de jours entre les membres du SCO international de lancer donc un gros appel à projet international, donc qui va être pris en charge par le programme des Nations Unies pour le développement, le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'UNOSA, donc le Bureau des affaires spatiales de l'ONU et l'Agence spatiale européenne. Appel à projet SCO international, donc pour renforcer la visibilité et sensibiliser l'ensemble des acteurs de notre communauté. Donc, vous l'aurez compris, communauté spatiale, mais aussi communauté de chercheurs, communauté d'experts d'utilisation de la donnée, collectivités locales, etc., pour pouvoir présenter des projets sur l'ensemble des territoires de la planète avec une dimension localisée, puisque vous avez vu, elles répondent à chaque fois à des besoins très précis. Cet appel à projet, on est en train de le définir. On souhaiterait le lancer en septembre au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies pour lui donner un maximum de visibilité. Et donc, on va travailler sur ce grand appel à projet incessamment sous peu, en tout cas avant l'été, pour que ce soit diffusé à la mi-septembre. L'appel à projet du SCO France va bien entendu s'intégrer dans le cadre de cet appel. Nous avons néanmoins des priorités gouvernementales françaises sur un certain nombre de thématiques, pour ne nommer que la question de la biodiversité. Nous sommes dans un momentum très particulier en ce moment en France. Vous avez certainement suivi le discours du président de la République en réponse aux propositions qui ont été faites par la Convention citoyenne sur le climat. Se dégagent des priorités très fortes en matière de rénovation énergétique des bâtiments, en matière de biodiversité, comme je disais tout à l'heure. Il y en aura d'autres. Donc, on va travailler à partir de cet appel international sur un appel peut-être un petit peu plus focalisé français qui va se faire à peu près au même moment. Et donc, on fera appel à vous, on diffusera ça très largement. Et avec l'appui du comité interorganisation du SCO France, on souhaite qu'il y ait une très très forte mobilisation de l'ensemble des acteurs pour pouvoir y répondre et avoir des sources de financement dont j'ai pas trop d'inquiétude. Les sujets sur lesquels nous travaillons nous permettront de dégager des financements français, financements internationaux, pour pouvoir accompagner l'ensemble des projets qui seront déposés. Nous aurons un moment très important au moment du sommet mondial de la nature. Pardon, Brune Poisson en a parlé tout à l'heure. À Marseille, au mois de janvier, se tiendra le One Planet Summit. Nous aurons au sein du Sommet mondial de la nature la possibilité de présenter ces différents projets à travers les différentes entreprises et institutions qui seront présentes. En ce qui concerne le CNES et ses partenaires, IFREMER, IRD, CNRS, nous aurons un dôme de la biodiversité et nous aurons l'occasion de présenter à cette occasion-là les différents projets et en particulier l'Observatoire spatial du climat. Le One Planet Summit sera l'occasion pour nous de présenter avec le gouvernement français les premiers résultats du SCO France, d'annoncer ces différents projets français, mais aussi des projets internationaux qui se seront développés d'ici là, et d'annoncer la date de la signature de cette charte internationale qui constituera l'ossature et la nouvelle forme de gouvernance du SCO international, charte internationale complètement inédite sur ces sujets-là. Cette charte sera signée, alors soit durant le congrès mondial de l'astronautique. En 2021, il devait se tenir à Paris, mais le bouleversement du calendrier du fait de la pandémie fait qu'il se tiendra à Dubaï. Il devait se tenir à Dubaï en 2020, ça a été reporté en 2021. Donc ça, ce sera en novembre. Si nous sommes prêts plus tôt, et ce serait bien, puisqu'on va travailler d'arrache-pied pour y arriver, on pourrait éventuellement l'annoncer avec le président de la République, qui a été sollicité à cet effet, au mois de juin, durant le Salon du Bourget. Tout ceci devra encore être précisé. Voilà pour les échéances qui nous attendent. Je tiens vraiment à vous remercier. C'est un travail, le SCO international et le SCO France ne vivent que par la mobilisation des chercheurs, des communautés de chercheurs et des entreprises. C'est donc vous tous, l'ensemble des acteurs, nous sommes des animateurs zélés, mais des animateurs seulement. En tout cas, merci infiniment de votre présence. Maintenant, je pense qu'il est temps de rejoindre les kiosques pour une vingtaine de minutes pour avoir un complément d'information sur les différents projets et dont les liens se situent dans la conversation. Merci infiniment et à très très bientôt.